Luxor, porte de la Haute-Égypte comprenant tout le sud du pays jusqu'aux confins de la Nubie à la frontière soudanaise. Ville animée de plus de 40 000 habitants, elle regarde le Nil, une rive dans le tourisme contemporain, l'autre dans le souvenir et les vestiges antiques dont la concentration est certainement la plus dense au monde. Une ville indissociable de sa vallée qui la rend très agréable. Elle est devenue le port d'attache des centaines de bateaux-hôtels qui sillonnent le fleuve. Elle a su, par ses jardins, ses palaces, être le lieu de villégiature hivernale dont avaient rêvé les Britanniques du XIXe siècle. La richesse archéologique de Luxor, ce sont ses temples. Celui à qui elle a pris son nom est noyé dans la ville, mais a conservé sa situation privilégiée au bord des eaux du fleuve sacré. Son axe orienté parallèlement au fleuve s'ajoute à la majesté et à la sérénité des lieux. Aucun effort n'est nécessaire pour imaginer les processions qui pénétraient dans ce lieu saint. Seul l'obélisque de gauche demeure dressé, puisque celui de droite trône au centre de la place de la Concorde à Paris. Les deux mastodontes de plus de 120 tonnes sont offerts aux Français en 1830, mais il aura fallu près de 6 ans pour emporter et mettre en place le plus proche du fleuve, ce qui permet de mesurer la prouesse réalisée en 1200 avant notre ère, sous le règne de Ramsès II. Sur le mur de façade, ou premier pylône, les bas-reliefs désignaient aux visiteurs de façon imposante et claire, par des couleurs vives sur fond blanc, le bénéficiaire du temple. Ces murs que l'on franchit en nombre variable suivant l'importance du sanctuaire présentent tous une forme trapézoïdale. Sur la stèle de sa statue figurent les symboles du pharaon unificateur des deux Égyptes et garant de l'unité du pays. Le lotus pour la Haute-Égypte et le papyrus pour la basse, du Fayoum jusqu'au delta. On ne peut être plus explicite en nouant ces deux fleurs. Sur le premier pylône et les murs latéraux, la bataille de Kadesh qui opposa les armées syroïtites à celles de Ramsès II au fin fond de la plaine de Béka. Sujet de représentation dont les variations semblent infinies. Le retentissement de cette victoire semble cependant bien supérieur à la réelle prouesse militaire.
mosquée Abou El Agag est un bon exemple de colonisation des différentes religions dominantes dans ces lieux voués au culte depuis leurs origines. Sa position en hauteur marque de façon stupéfiante la hauteur de remblais qui recouvrait la cour. Les travaux de dégagement furent entrepris en 1883. Après l'entrée, on accède à la cour de Ramsès II, qui par un changement d'axe permet sous le regard de ses 11 colosses une transition entre l'allée des Sphinx et la grande colonnade d'Amenophis III. La grande colonnade aux chapiteaux campaniformes en forme de papyrus ouvert. Le ciel des chapiteaux campaniformes de la grande colonnade, de la cour à double portique se dresse encore un bel ensemble de fûts fasciculés comme des gerbes de roseaux liés et leurs chapiteaux en boutons de lotus. Cette salle, à l'origine couverte, est devenue la chapelle aux enseignes romaines. Elle montre là encore les stigmates des colonisations religieuses successives. Même si l'on accède aujourd'hui à sa partie la plus sacrée dans une ambiance toute différente de ce qu'elle était, il n'en demeure pas moins que ce temple, par sa position et ses proportions, est très attachant et garde une place privilégiée. L'allée du Sphinx n'est qu'une portion de celle qu'empruntait annuellement la fête d'Opet entre les temples de Luxor et celui de Karnak, distant de 3 km à la sortie nord de la ville. Complète, elle aboutissait au temple d'Opet sur le côté du complexe de Karnak. Cette allée des Sphinx à tête de bélier rejoignait l'embarcadère sur le Nil, alors très proche de l'entrée du temple d'Amon, le plus vaste de l'ensemble colossal de Karnak. Reconnaissant de plus 4000 ans d'histoire, le créateur de la lumière dispense ses bienfaits. Après le premier pylône, des colonnes tronquées et une colonne intacte de 22 mètres de haut, seul vestige du kiosque de Taharqa dans la grande cour. Lors de la progression dans cet énorme temple, le regard s'attache à des détails qui vont redonner une échelle à cet ensemble en ruine qui la place parmi les plus importants complexes religieux au monde. Sur la droite, la chapelle de Ramsès III est conforme au temple ramesside avec son portique à piliers osiriaques. Ainsi, les plateaux de ces chapiteaux pourraient servir de plateforme à un groupe d'une 50aine de personnes. Les vestiges d'un étage accentuent encore cette impression de gigantisme. Sur les murs de la grande salle hypostyle, on retrouve tous les symboles de cet empire. La procession et l'adoration de la barque sacrée, les scènes de couronnement et d'offrande aux dieux.
Après le troisième pylône, on retrouvait 4 obélisques, dont un seul subsiste, et après le quatrième pylône, subsiste l'un des 2 obélisques d'Hatchepsout, de 30 mètres de haut pour 200 tonnes. Plus loin encore, ces colonnes héraldiques de marbre rose très raffiné, mêlant lotus et lys, l'autre fleur emblématique des 2 Égyptes. Dans la partie la plus ancienne du temple, en arrière de la salle de la barque, le sanctuaire de l'ancien empire a disparu, laissant la place à une grande cour devant l'Akhmenu, la lumineuse demeure. Celle-ci, bâtie par Thoutmôsis III, abrite une salle hypostyle dont la polychromie est assez bien conservée, la salle des fêtes. Ce n'est pas un effet miroir dans le lac sacré. Il y a bien comme une aile à angle droit. L'allée monumentale des Propylées du Sud est derrière le temple de Khonsou. À l'image de ce sanctuaire, un simple scarabée de granit rose à l'angle nord du lac prend une allure disproportionnée. À l'arrière du temple, on retrouve une partie du mur d'enceinte en briques de terre que malheureusement tous les temples n'ont pas conservé. Dans un musée à ciel ouvert entre les murs, se trouvent quelques chapelles provenant du vidage du troisième pylône. Elles avaient servi de remblai de luxe lors de son édification. 2 petites sont en albâtre. Les veines confèrent aux hiéroglyphes une autre majesté. La chapelle rouge dédiée à Hatshepsut aux sobres proportions est formidablement restituée. L'astre du jour, en son sanctuaire, la part des plus beaux atours. À Luxor, d'un temple à l'autre, on ressent l'indissociable présence du Nil. Le Nil permet à cette ville sa luxuriance et à sa vallée le ruban vert de ses cultures. D'un vol de pélican, c'est déjà l'autre rive et la bordure de sa vallée. Après quelques arpents de culture, à l'emplacement même où coulait un bras du Nil aujourd'hui comblé, bientôt se dresse dans son cadre bucolique Médinet Abou, le temple de Ramsès III. Coincé entre montagnes arides et champs d'un vert profond, cet ensemble frappe par la grande homogénéité de sa conservation. L'essentiel est ici. C'est l'endroit idéal pour comprendre comment se présente un temple et tout d'abord son mur d'enceinte. Puis, de là, saisir dans son intégralité l'impressionnante masse du premier pylône.
quelques mètres dans l'axe du temple des Toutmosides, à l'avant du temple, la porte monumentale. Signe de protection à jamais reporté. Sur le linteau d'un pylône de la 30e dynastie, un grandiose disque solaire ailé polychrome. Une particularité cependant dans le couloir d'entrée, 2 statues de Sekhmet. Sur la gauche, les chapelles des divines adoratrices. Le souverain effectue un rite agraire osirien, offrande de 4 veaux au dieu Ptah. Sur le pylône de droite, les bas-reliefs très explicites où le maître des lieux frappe ses ennemis à l'image de son illustre prédécesseur lors de la bataille de Kadesh. Sur la face extérieure gauche du temple, cette magnifique chasse au taureau sauvage, à l'arc dans les marais. L'entrée se fait sous la protection bienveillante des vautours polychromes. Dans ce couloir, un bas-relief étonnant, puisque l'on se trouve en présence d'un brouillon sur pierre. Le sculpteur, ou son successeur, a repris la même figure après avoir consciencieusement buriné pour effacer la première version. Dans la première cour sur le mur de gauche, la facture du bas-relief représentant le massacre des Libyens, en fait une des batailles les plus expressives. Puisque les pierres sont muettes des terribles combats qui les marquent, c'est la tranquillité du lieu qui a sûrement convaincu les volatiles de toute plume à s'emparer de l'endroit, jusqu'à se trouver des protecteurs de leur engeance toute désignée. Dans la deuxième cour, quasiment sur le même modèle. La partie du plafond du portique qui en fait le tour et qui demeure permet d'apprécier l'imposante facture de la construction. Sur le couloir protégé de gauche, une scène guerrière de comptage des mains des vaincus. Le pharaon préside la scène. Les mains ne sont pas les seuls membres coupés. Derrière ces colonnes, un portique où la polychromie est restée assez vive.
Une dernière œuvre d'une grande finesse que déjà l'on aperçoit le dernier espace, celui du sanctuaire. Malheureusement, si l'on en aperçoit l'ensemble à ciel ouvert, c'est qu'aucune colonne ne subsiste des 3 salles hypostyles successives. En avant de la chapelle des Barques, dans la 2e salle hypostyle, 2 statues d'Aménophis III, avec des dieux tutélaires réutilisés par Ramsès III. L'autre temple important au bord de la vallée, c'est celui où Champollion a séjourné et qu'il a baptisé le Ramséséum, entièrement dédié à Ramsès II. Il faut un œil avisé pour concevoir véritablement l'importance de ce centre économique et religieux. Pour le profane, tout y est trop bouleversé et ruiné. Les ouvriers s'y affairent toujours pour restituer le plus de bribes possible de son passé. Mais ce que la mémoire retient, c'est la statue colossale, près de 20 mètres de Ramsès couché et dédiée au début de notre ère par les élans religieux contraires. Le soleil des princes repose parmi les herbes. La sérénité qu'affichait par ses mains posées sur les genoux le pharaon ne lui ont pas évité le morcellement et la chute. Sur cette rive encore, Ramsès s'est vu couronné par Amon-Ré. Ici aussi, il a souri dans le granit noir. Et il a rencontré Mine, au priapisme caractéristique. Des restes de la colonnade de la salle hypostyle, on redescend dans le couloir par des rampes. Jusqu'au premier pylône que reflétaient les bassins des Barques. Les montagnes qui bordent la vallée sont celles de Thèbes, la grande nécropole égyptienne. Luxor est la ville du renouveau, de la vie, même si elle regarde la mort en face. Vue de la vallée, la ville-cimetière, Thèbes, est un paysage montagneux couché sur l'horizon. Le dieu Amon s'éclipse, paisible devant la religion des vivants.